On joue contre Dijon à 18h30. Ils nous ont battus de 20 points en match aller. Donc c'est un match important. J'espère qu'on va réussir à le gagner. Donc je fais 3 dribbles, je lance un peu la balle et après je me dis juste crois ton shoot. Ouais, c'est mon record en carrière en championnat. Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, le podcast lyonnais qui parle de santé avec des spécialistes, des sportifs de haut niveau et parfois des patients au parcours un petit peu originaux. Aujourd'hui, on est avec un sportif et pas n'importe lequel, champion de France en 2012 et 2016 de basket. Il est aussi champion d'Europe avec l'équipe de France des moins de 20 en 2010 et vainqueur de la Coupe de France en 2011 et 2012. Donc gros palmarès pour Nicolas Lang qui est avec nous aujourd'hui, basketteur à la SIG, l'équipe de Strasbourg, et on est en direct de Strasbourg avec Nico. Donc vous verrez qu'on parle de plusieurs choses. On a divisé le podcast en 2 parties. La première se passe à midi, avant de manger, on va dire, parce que journée un petit peu particulière, parce que c'est un jour de match, et on a décidé de faire la deuxième partie. C'était prévu après son match, et coïncidence ou non, Nico sort le plus gros match de sa carrière. Donc super podcast où on décortique ses routines alimentaires, au niveau du sommeil, de ses habitudes, de ses rituels. Et puis on inverse les rôles. À la fin, c'est lui qui me pose ses questions et je réponds. Je prends la casquette d'expert. Pour le coup, je ne suis pas vraiment expert parce qu'il me pose des questions de nutrition, mais j'essaye de lui répondre avec ce que je sais, ce que je fais déjà avec les gens avec qui je travaille. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne écoute et je vous invite, comme vous l'avez déjà fait, c'est génial, à aller liker le podcast, à aller mettre des commentaires. C'est vraiment ce qui nous fait monter au classement et ce qui va me permettre ensuite d'inviter des gens encore plus durs à inviter et puis on avance ensemble de cette manière. Donc merci par avance de comprendre ça et puis à bientôt et bonne écoute. Donc aujourd'hui, on est avec Nicolas Lang, joueur de la SIG, l'équipe de Strasbourg. Salut Nico. Salut Étienne. Merci de me recevoir, c'est sympa. Du coup, aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets, mais pour recontextualiser un peu la chose, j'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que tu fais de tes journées. T'es basketteur pro, tu peux nous raconter un peu tes semaines? Mes semaines, c'est un peu toujours les mêmes. On va dire qu'il y a 2 types de semaines différentes. C'est les semaines à un match et les semaines à 2 matchs, donc avec la Coupe d'Europe ou sans Coupe d'Europe. Je vais commencer par les semaines à 2 matchs avec la Coupe d'Europe, c'est match le mardi, match le samedi. Donc généralement le lundi c'est un entraînement, veille de match. Le mardi c'est entraînement le matin du match, petit réveil musculaire et mise en place tactique. Match le soir. Généralement le mercredi on avait off cette année. Pas d'entraînement ou alors des fois un entraînement de récupération. Et jeudi 2 entraînements. Vendredi, un entraînement, veille de match. Et samedi, pareil, réveil musculaire et match. Donc c'est un peu toujours la même routine. Et quand on a un match par semaine, c'est plus d'entraînement. C'est quasiment 2 entraînements par jour. À part quand on se rapproche du match, ça revient à un entraînement par jour. Mais sinon, c'est la routine en fait. D'accord. Donc ça laisse peu de temps au final quand vous avez 2 matchs pour vraiment progresser individuellement et même collectivement. C'est plus des réglages que du travail de fond, quoi. Tout à fait. C'est très dur de progresser collectivement, je trouve, quand on joue 2 matchs par semaine. T'as pas vraiment le temps de travailler sur les automatismes collectifs. C'est vraiment, tu regardes plus que l'adversaire que toi-même, en fait. C'est toujours de la mise en place tactique par rapport à ce que l'adversaire va faire, les systèmes des adversaires. Donc tu penses plus aux autres qu'à toi. Ok, donc du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet, parce que moi, je voulais savoir, toi, personnellement, comment tu as quand même pour but de progresser, et comment tu fais pour travailler sur ton jeu, en fait, quand il y a autant de matchs. Après, c'est une volonté aussi. Tout le monde n'est pas pareil. Justement, il y a des gens qui vont qui vont prendre ça comme excuse. 2 matchs par semaine, ça fait beaucoup de matchs, ça fait moins de temps pour travailler et tu peux très vite te dire bon allez, prendre de la récup pour la fainéantise un peu. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est un peu traître, mais il faut pas confondre récupérer et devenir un peu feignant. Donc malgré ça, un lendemain de match, si tu as joué 15-20 minutes, c'est pas non plus incroyable. Le lendemain, si tu veux, tu peux aller faire une séance de shoot sans forcément te tuer à la tâche.
mais tu peux toujours trouver des moyens de progresser. Ouais, c'est pas comme si tu jouais, c'est pas comme si tu étais footballeur, que tu jouais 90 minutes. Tout à fait, et puis tu vois, des fois, il y a des stars NBA qui jouent 82 matchs par saison, qui jouent 40 minutes de moyenne. Si eux trouvent le moyen de trouver du temps pour progresser, quand tu joues 15-20 minutes, c'est que ça doit être possible. C'est possible. Après, en NBA, il y a quelque chose qu'on n'a pas en France, c'est des longues trêves l'été. Eux, ils s'arrêtent pendant plusieurs mois l'été, et ce qui leur laisse le temps de beaucoup bosser sur eux, et puis de récupérer également. Tandis qu'en France, on a un gros problème, c'est que, enfin, après, c'est surtout pour les gens qui sont en équipe de France l'été, mais c'est qu'ils n'ont pas de moment off, pas de moment pour travailler sur eux, pas de moment pour prendre soin de leur corps. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est dommage. Après, moi, je suis pas en équipe de France, donc j'ai une trêve l'été. Si Combien de tu temps? vas, généralement, j'ai au moins 2 mois. Donc pour moi, c'est suffisant pour me reposer et pour progresser en même temps. C'est vrai que l'été, moi, j'accorde une grande importance. Et puis j'aime ça aussi. J'aime progresser en été, j'aime travailler individuellement, essayer des nouvelles choses aussi. Donc c'est vrai que je pense que l'été, c'est peut-être la période la plus importante de l'année. Premièrement pour se reposer, mais aussi pour progresser. Tu peux vite, pareil, ne rien faire pendant 2 mois et arriver totalement hors de forme. Et je pense que c'est là que tu prends du retard sur les autres et aussi tu peux très vite te blesser à la reprise. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est un peu ce qu'on avait fait l'été dernier avec Martin. Pour ceux qui écoutent, bon, avec Nico, on se connaît. Et donc l'été dernier, on avait bossé sur Lyon avec un collègue à moi qui est préparateur physique. Et c'est vrai, tu le sens vite, quoi, les bénéfices de ce type de travail. Oui, c'est sûr. En plus, quand tu arrives à la trêve, souvent tu vois déjà qui a fait quelque chose et qui n'a rien fait. Après, le but, c'est pas d'être le meilleur mi-août, hein. Le but, c'est d'être le meilleur en fin de saison. Mais c'est vrai qu'une bonne préparation l'été peut t'aider à vraiment tenir sur toute une saison et notamment éviter les blessures quand la saison commence à être un peu longue. Je pense notamment les mois de novembre, décembre, le temps commence un peu à jouer sur l'organisme. L'accumulation des matchs de Coupe d'Europe, les déplacements, ça fait pas forcément du bien à ton corps. Et là, je pense que si tu as fait un bon travail en amont en été, ça peut que te servir. Ouais. Puis surtout si tu vis à Strasbourg où il y a peu de soleil, quoi. Après, tu es venu en short quand même aujourd'hui. Ok, super. Bah, j'avais des questions par rapport, voilà, à l'organisation de tes journées et on va décortiquer un peu au niveau alimentaire. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu bah, comment tu manges le matin, le midi, à tes collations. Après, moi, au niveau de l'alimentation, je reviens de très loin, je pense. Parce que quand j'étais plus jeune, quand je vivais tout seul, j'étais célibataire à Chalon, j'avais 19-20 ans, j'avais une alimentation assez incroyable. Donc, c'était beaucoup de fast-food, c'était vraiment la liberté, t'es seul en appartement, voilà, des bonbons, plein de trucs comme ça. Donc, à la base, déjà, c'était pas fameux. Maintenant, je pense que j'ai quand même bien progressé. J'arrive à avoir une alimentation solide, on va dire. Je vais jamais être le mec vegan qui va arriver à me couper de tout et manger que de la salade. Mais je pense que j'arrive à avoir une alimentation solide tout en gardant quelques moments où je me fais plaisir. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que tu appelles par alimentation solide? Bah déjà, c'est manger je mange des fruits le matin. Généralement, je me fais un smoothie, un shaker, un mélange de fruits, de lait d'amande avec des noix, enfin plein de trucs comme ça. Pareil, j'ai expérimenté, je me suis rendu compte que j'avais du mal à manger le matin. Je préfère boire un café et me faire ça, ça me blinde pour l'entraînement du matin et je me sens en forme. Après le midi, j'essaie toujours de garder des règles simples, quoi. Un peu de protéines, des légumes et des féculents, quoi. Et des féculents. Après, je mange pas des protéines à chaque repas, mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les pâtes, de toute façon. Donc, j'essaye. J'en mange assez souvent, quoi. Hmm. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le matin parce que bon, c'est admis au niveau des croyances de tout le monde qu'en tant que sportif, puis même en tant qu'humain, quoi, il faut faire un gros déjeuner le matin. Et bon, toi, tu as lu le livre de Tim Ferriss, Tools of Titans. Je sais Ouais, pas je l'ai comment lu, dire en ouais. français. Et en fait, pour ceux qui écoutent, c'est un livre où donc Tim Ferriss décortique un peu les habitudes et les routines des gens qui ont réussi dans différents domaines, hein. C'est souvent des entrepreneurs, des artistes, des sportifs. Et c'est vachement intéressant de constater que chez ces gens-là, qui sont au top dans leur niveau, dans leur domaine, on va dire, plus de 50% de ces gens ne déjeunent pas le matin.
Moi, ça m'a vraiment. Ça t'a marqué, ouais. Ouais. Ça t'a marqué. Ben, moi, c'est surtout quand je vois les gens qui arrivent le matin à prendre des œufs, du bacon. Je me dis, j'ai pas du tout faim encore, quoi. J'ai pas du tout faim et c'est pas. Ou même, j'ai souvent essayé tous les petits bols là, avec fromage blanc. En fait, c'est un peu ce que je mange, mais sauf que le manger en solide, j'ai beaucoup plus de mal. D'accord. Et la veille au soir, justement, tu manges beaucoup ou pas forcément? Ça dépend de mon envie. C'est dangereux des fois aussi d'habiter au centre-ville, où après l'entraînement, t'as faim, tu marches. Heureusement que généralement, ma femme, elle fait à manger, donc c'est prêt. Mais c'est vrai que c'est une tentation où quand j'étais plus jeune, tu sors de l'entraînement, t'as faim, passes devant des fast-food ou un kebab, et Hmm. t'as vite fait de te dire, bon, allez, je rentre dedans, c'est pas trop cher, et ce sera plus rapide. Mais c'est quelques sacrifices à faire. Après, comme dit, des fois, j'arrive, je me fais quand même plaisir, hein. Une petite flamencuche de temps en temps. Ça, c'est obligatoire. Ok. Et petite question, tu disais que quand tu avais 19 ans, tu mangeais mal, etc. Mais moi, ce que je comprends pas trop, c'est qu'à 19 ans, bon, tu étais déjà pro, tu avais déjà tes ambitions, t'étais pas con, tu savais qu'il fallait pas manger toutes ces merdes, mais tu le faisais quand même. Pourquoi? Enfin, je sais pas si je savais qu'il fallait pas manger tout ça déjà. J'avais pas le même savoir que j'ai maintenant, on va dire. Et puis, j'étais jeune et je voyais les gars qui jouaient dans mon équipe, par exemple, les autres pros ou les autres équipes, où les gars étaient plutôt bons, réussissaient bien, et ils mangeaient pas forcément mieux que moi. Donc, t'as pas cet exemple-là du joueur qui est devant toi et qui mange super bien, et tu te dis, ah, pour arriver à son niveau, faut que je fasse cet effort-là. On n'avait pas forcément, tu vois, des fois, tu as des gars qui boivent du coca et tu te dis, attends, il vient de mettre 20 points, le mec, donc c'est pas non plus super important, apparemment, l'alimentation. Donc, comme tu dis dans ton livre, je pense que pour du progrès à court terme, c'est pas super important, mais c'est vrai que c'est sur le long terme, ou si tu veux jouer très longtemps, ou même sur le moyen terme, je pense que c'est important. Ouais, c'est sûr. Et puis, ouais, ça me fait penser à. Moi, j'étais aussi, bah, comme tu le sais, à Bourg-en-Bresse, hein, en sport-études. Puis on avait une équipe pro. Et en tant que gamin, on voyait les Américains aller manger au McDo. Il y avait un seul McDo à Bourg. Et puis ils allaient manger là et tout. Donc nous, c'est vrai que naïvement, on pensait que c'était cool de manger au McDo. Et puis on y allait, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était exactement ça. Et puis en plus, nous, avant d'être en appartement tout seul, j'étais à l'internat. Donc le centre de formation à Chalon, c'est un des meilleurs de France. Mais c'est vrai qu'au niveau alimentation, tu sais, c'était vraiment des barquettes avec un prestataire. Enfin, c'était horrible, quoi. C'était pas bon du tout. Je suis même pas sûr que, point de vue nutrition, c'était meilleur qu'un McDo, on va dire. Donc on avait le McDo à 300 mètres de l'internat. On avait plus vite fait d'aller manger au moins un truc qui nous plaisait, même si c'était mauvais pour ton corps, que ces barquettes-là qui étaient juste infâmes, quoi. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as changé et t'as pris conscience qu'il fallait un peu mieux manger? Je pense que c'est déjà le fait d'être en couple aussi. Enfin, même si Clarisse, elle aime aussi se faire plaisir de temps en temps, mais tu peux pas être en couple et t'imagines, c'est quoi ce couple? Tu prends du McDo tous les jours, enfin, ça fait vite cliché, quoi. Et puis je pense aussi ouverture d'esprit, hein. Voilà, tu lis des livres. Je pense que ça fait quand même quelques années maintenant où la nutrition, tu vas à la Fnac, rayon livre, le nombre de livres sur la nutrition maintenant et il y a 15 ans, ou il y a 10 ans, c'est pas pareil, hein. Donc je pense que c'est une prise de conscience collective. Alors maintenant, je pense que j'ai encore un long chemin. Je pense que être encore plus sérieux peut-être pour être meilleur. Et je travaille dessus. C'est pas tous les jours facile. Des fois le sucre, c'est aussi un peu une addiction. Donc c'est vraiment la prochaine étape où j'aimerais m'améliorer. D'accord. Et c'est vrai que toi, tu lis beaucoup de livres. C'est un des points communs qu'on a et qui fait que qu'on s'entend bien, je pense. Et je voulais que tu nous parles, c'est vrai que je t'ai jamais demandé, les livres qui t'ont le plus inspiré d'un point de vue en tant que sportif, les livres qui t'ont fait prendre conscience de trucs importants au niveau de ta carrière et de ta santé. Bah tu vois, c'est bizarre parce que j'ai pas vraiment de... Comme maintenant tu vas me demander c'est quoi ton film culte ou ton livre culte, et ben j'en ai pas parce que j'en lis tellement, et que chaque fois que j'en lis un, j'ai l'impression que c'est le livre qui va changer ma vie. Et puis je prends en fait, après j'en lis un autre et je me dis non, c'est celui-là, il est vraiment, vraiment incroyable. Et en fait, au final, je me rends compte que je prends des petits passages dans chaque livre, et je teste et je regarde si ça marche, j'expérimente, mais j'ai pas vraiment un livre où je me dis ça c'est incroyable, je vais faire tout ce qui a marqué de A à Z là-dedans. Mais maintenant, si je devais t'en citer un, je pense que
C'est celui du coach de Michael Jordan et Kobe Bryant, là, Relentless, il s'appelle. Ah, de Tim Grover. Tim Grover. C'est le préparateur physique. Parce que je pense que ça parle du côté mental. Je pense que le côté mental, c'est encore plus important que tout ce qui est alimentation et point de vue technique, tactique. Le mental, c'est au-dessus de tout, je pense. Et il parle vraiment de cet aspect-là, mais pas sous une forme un peu bisounours, reste juste positif, ça va tourner, sois gentil avec les autres. C'est plus, il a côtoyé des vrais champions, et ça te montre un peu aussi ce côté sombre de ces champions-là, qu'ils ont un gros ego. Souvent, quand t'es jeune, on te dit ouais, mets ton ego de côté pour le bien de l'équipe et tout. Et tu te rends compte que ces grands champions, ils ont un ego, mais justement, ils arrivent à le dompter, mais pas le cacher non plus, quoi. Ouais, et ils arrivent à s'en servir comme moteur pour devenir meilleur. Je pense à Kobe Bryant, je suis en train de finir sa biographie, je sais pas si tu l'as lu. Ouais, je l'ai lu, ouais. Qui est énorme, dans tous les sens du terme, super intéressante et énorme d'un point de vue volume. C'est très long, mais ouais, tu te rends compte que le gars, c'est limite maladif en fait. C'est maladif. Après, c'est clair que je sais pas si ces gars-là sont plus heureux que nous au final. Bah, moi, je suis sûr que non. Comme je te dis, je suis pas sûr et je pense plutôt comme toi, on va dire. Mais c'est vrai que pour avoir des objectifs, pour réussir les choses qui réussissent, qui sont. Des fois, tu te dis c'est impossible. Je pense qu'il faut avoir. Être un peu fou, quoi. Être un peu fou. Ouais, clairement. Moi, ça me fait penser aussi, je connais pas mal de gens dans les milieux de la start-up, etc. Et ouais, c'est assez fou des fois quand tu te rends compte de la façon de penser de ces gens-là. C'est vraiment à la limite de la pathologie, moi, je trouve. En tant que thérapeute, quand j'entends des choses qui me disent, c'est borderline, quoi. Mais ouais, c'est vraiment. Mais moi, c'est quelque chose qui m'attire vraiment de comprendre ces gens-là, de comprendre comment ils. Parce que j'ai un peu ce côté-là. Et après, quand tu as une famille, tu arrives à relativiser un peu le tout et te dire en fait, il n'y a pas que ton sport, il y a aussi autre chose derrière. Puis j'ai aussi la chance d'avoir des amis en dehors du basket, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est sûr. Ok, pour l'alimentation, j'aimerais qu'on parle de ton sommeil. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Tu peux nous en parler? Ouais, le sommeil, ça a toujours été important pour moi. Je pense que, notamment mes parents, j'étais pas le. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais pas le genre à traîner devant la télé très tard, simplement parce qu'il y avait un match de foot ou un match de basket que je voulais voir. J'ai très tôt été soumis à des règles assez strictes sur le sommeil. Et j'ai très vite compris que c'était très important. Je pense que moi, j'ai pas les qualités les athlétiques les plus incroyables au monde. Donc, pour exister dans un milieu où il y a des athlètes incroyables comme le basket, j'ai besoin d'être au top. Et si je dors pas, je le sens directement. Encore plus que la nutrition. Je peux faire un écart niveau nutrition et le lendemain être en pleine forme. Par contre, le sommeil, si je dors pas assez, je le sens très vite. D'accord. Et qu'est-ce que ne pas dormir assez? Généralement en dessous de 8 heures, je le sens passer, quoi. Je le sens passer. Après, je sais pas si c'est aussi mental. Tu vois, toujours cet aspect-là de se dire, ah, moins de 8 heures, je vais être fatigué demain, et bien sûr, tu es fatigué. Mais j'essaye d'avoir au moins 8 heures de sommeil. Et je fais généralement, dès que je peux, je fais une sieste l'après-midi aussi. Combien de temps la sieste? Ça dépend du temps que j'ai devant moi. Mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup d'études, l'histoire des 15-20 minutes, pas plus, sinon après t'es dans le gaz. Mais ça c'est pareil, j'ai expérimenté, pour moi ça marche pas. Donc je dis pas que ça marche pas pour les autres, mais pour moi généralement, si maintenant j'ai 3 heures devant moi, je vais simplement pas mettre de réveil et au moment où je me réveille, je me lève, quoi. D'accord, ça peut aller jusqu'à 1h30, 2h. Ça peut aller jusqu'à 2h30 même. Ça peut aller jusqu'à 2h30 si je me réveille pas avant 2h30, ça veut dire que j'en avais besoin, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec cette notion de s'écouter, quoi. Parce que les 15-20 minutes, j'ai essayé, et quand tu mets le réveil au bout de 15-20 minutes, j'ai l'impression que je sais pas où je suis, et de toute façon, je vais enlever le réveil et me recoucher, donc autant pas le mettre, quoi. Et puis j'ai la chance d'avoir aussi un emploi du temps qui le permet, hein. Ouais. C'est pas non plus donné à tout le monde d'avoir 3 heures l'après-midi pour se reposer. Bah justement, donc ouais, ça prend déjà pas mal de temps, mais j'allais te poser une question par rapport à tout ce temps libre. On en parlait dans un podcast justement avec Manu, que le fait d'être sportif à plein temps, enfin sportif de haut niveau, pardon, c'était un boulot à plein temps. Est-ce que toi tu fais d'autres choses, hormis bien dormir, essayer de bien manger, quand tu as du temps libre hors entraînement? Bah déjà, je m'occupe de mon fils, donc ça prend du temps. Et puis c'est vrai que j'ai un peu toujours la même routine en ce moment, avec les journées sont un peu toujours les mêmes, donc au niveau des entraînements, donc j'essaye de
de toujours me garder une partie où je travaille un peu individuellement sur des parties de mon jeu où, par exemple, je veux progresser, ou mes points forts qui sont le shoot, à toujours essayer de continuer à travailler là-dessus. En ce moment, j'ai une petite blessure au mollet, donc je fais des soins, je fais plus de soins avec le kiné. Et puis sinon, dès que je peux, je lis. Vous avez parlé de PlayStation avec Manu, il me semble, mais moi j'en ai pas, donc j'en ai jamais eu, donc c'est vrai que ça me garde beaucoup de temps libre par rapport à ceux qui jouent aux jeux vidéo. Donc après c'est leur passion, moi c'est plutôt la lecture. On organise le camp de basket cet été avec Léo, donc ça me prend du temps aussi. Et puis après c'est vrai qu'avoir un enfant, bah, dès qu'il est réveillé, tu essaies de t'occuper de lui pour essayer de rattraper tous les moments où toi tu es en déplacement à l'étranger et où tu le vois pas, quoi. Ouais, c'est sûr qu'au final, ouais, t'arrives vite à t'occuper avec tout ça. Ok. Et enfin, un point qu'on a touché du doigt là tout à l'heure, c'était l'aspect mental. Tu sais que c'était ce qui est le plus important, etc. Et puis je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu fais de manière générale pour ton mental? Bah déjà, je pense que étudier, lire, se renseigner sur ce que les grands champions font, et ben déjà ça te permet d'avoir un point de vue différent. Je veux dire, peu importe laquelle situation dans laquelle je suis, à un moment donné de la saison, tu peux être sûr qu'il y aura un mec dans l'histoire qui sera passé par là. Et généralement, des fois tu lis un bouquin et tu dis, mais attends, là c'est exactement là où je suis, est-ce que je peux me servir de ça? Comme je te disais avant, tu expérimentes, tu regardes si ça marche pour toi. Je fais pas mal de méditation, j'essaie de faire 10 minutes de méditation au moins tous les jours. Et déjà ça, j'ai bossé aussi avec un préparateur mental. Cette année, je l'ai plus fait, mais parce que je pense qu'on avait un peu fait le tour au final. Mais ça, c'est pareil, des choses que tu expérimentes et que ça te sert ou pas. Mais au moins, tu essayes et voilà. Et comment tu fais exactement la méditation? Tu te mets dans quelle position? Quel type de J'ai une méditation? appli, qui s'appelle Calm. Et bah, David Anderson, il l'a aussi. On en parlait la dernière fois. Et généralement, je reste juste couché. Je mets les 10 minutes de l'application. Et elle te Et guide en fait, ouais, et tu écoutes et tu... ouais, Ok. ouais, souvent j'en faisais, mais je faisais trop longtemps. Et donc, du coup, il y avait des jours où je me disais, ah, mais là, je vais pas avoir 20-30 minutes pour faire ça. Donc, j'ai abandonné. Je préfère faire maintenant 10 minutes où je m'y tiens un peu comme un entraînement. Ça fait vraiment partie pour moi comme si c'était un entraînement en fait. Parce que si tu prends pas ça comme ça, tu vas vite te dire, ah bon, c'est optionnel et tu vas un peu zapper, quoi. Et t'as vu des petits effets, des petits bénéfices par rapport à ça? Bizarrement, chaque saison où j'ai fait ça, ben, ça allait mieux. J'étais plus calme sur le terrain, j'étais tout simplement meilleur. Alors je sais pas si c'est à cause de ça, c'est peut-être le hasard, on sait pas. Et bizarrement aussi, chaque fois que ça allait mieux, que je faisais ça, ben j'ai arrêté. Donc c'est un peu bête. Donc maintenant c'est pour ça que je fais vraiment 10 minutes et que je me le note même dans un carnet pour y penser tous les jours. Ok, donc là on va vraiment pouvoir voir. Si ça continue, tu te diras, bon, peut-être que finalement c'est pas un hasard et tu feras le lien. À voir. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Après c'est vrai qu'il y a dans le basket ou dans tous les sports collectifs, je pense, il y a des facteurs que tu maîtrises pas totalement. Ça dépend pas toujours de toi, ta réussite ou pas. Mais c'est vrai qu'au moins tu peux déjà te donner toutes les chances de réussir et ensuite, comme on dit souvent, essayer de contrôler ce que tu peux contrôler. C'est facile à dire, c'est plus dur à faire, mais je pense que c'est une phrase qui est très vraie. Donc là, dans ce cas-là, tu peux contrôler le fait que tu t'y mettes 10 minutes par jour. Et puis voilà. Tu peux plus contrôler ça que le nombre de temps de jeu, de minutes que tu vas avoir sur un terrain. Est-ce que tu vas prendre des fautes? Est-ce que tu sais pas exactement tout ce qui va se passer, le nombre de ballons que tu vas toucher. C'est pas forcément tout le temps toi qui contrôle ça. Mais par contre, comme dit, ton alimentation, ton sommeil, les entraînements que tu fais, ton sérieux à l'entraînement, ton attitude, ça tu peux le contrôler. Donc là, je te dis ça, je suis pas toujours, j'arrive pas toujours bien à le faire non plus, hein, mais je suis conscient que ça, je peux le contrôler. Ça me fait penser, j'avais fait une interview avec Edwin, qui est pas dans ce podcast d'ailleurs, peut-être plus tard. Et il me disait, ouais, tu peux pas contrôler ce que l'entraîneur si l'entraîneur va te faire jouer, si tu vas être adroit, mais tu peux contrôler le fait d'aller bosser tous les jours 1 heure avant les autres, et voilà, et pendant plusieurs années, et après, il y a un moment donné où ça paye forcément, quoi. Ouais, c'est ça, je pense. Et au final, il y a tellement de circonstances. Tu peux tomber une saison sur un entraîneur qui, bah, tu vas pas jouer, tu sais pas pourquoi, ou jouer, mais pas avoir les situations qui vont te permettre de briller. Et l'année d'après, où il y aura un changement d'entraîneur, ou alors simplement tu changes de club,
où tu te diras, mais donc tout ce que j'ai travaillé ces années-là, où tu voyais pas, tu te disais ça va jamais payer, et là tu changes d'entraîneur et il utilise toutes ces qualités que l'autre entraîneur avait pas vues, et tu te dis, bon, au final, ça sert de bosser. Je pense qu'au final, et puis même si ça paye jamais, au moins tu peux arrêter ta carrière à la fin et te dire, bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, Pas de regret, enfin, j'ai quoi. pas de regrets, je peux passer à autre chose, quoi. Ouais, c'est sûr que ça, c'est un bon sentiment. Et tu parlais aussi de la préparation mentale que tu avais eu à faire et que tu avais fait appel à un mec qui faisait ça. Est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte qui t'a fait faire appel à lui, les effets de ce travail, etc. Bah moi, c'était toujours dans une... déjà, je m'étais jamais dit, j'ai un problème mental ou je suis faible mentalement parce que j'ai quand même confiance en moi. On m'a jamais dit tu manques de confiance en toi ou c'est pas... Mais c'était plus d'un point de vue, est-ce que je peux encore être plus solide? Est-ce que je peux être meilleur? Est-ce que je... Donc voilà, j'en avais parlé avec Charles Cahudi qui bossait avec quelqu'un et on s'était rencontrés. J'avais trouvé ça très intéressant. Donc au final, aussi solide mentalement que tu penses être, c'est comme tactiquement ou techniquement, tu peux toujours t'améliorer. Et c'est vrai que chaque fois qu'on se voyait, et j'ai beaucoup appris avec lui. Et là, actuellement, c'est quand même encore des principes et des choses que même si cette année on s'est pas vu, et ben maintenant c'est un peu ancré et je m'en sers au quotidien. Oui, il t'a un peu apporté des outils qui te permettent de réfléchir et puis te remettre sur le droit chemin quand il y a des choses qui partent un peu. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est au final quand tu réfléchis à ça, tu te dis c'est un peu du bon sens, c'est un peu est-ce que j'aurais eu besoin de prendre quelqu'un parce que quand tu réfléchis, quand tu regardes, tu dis bon, la visualisation c'est pas un secret, c'est que c'est important. Pareil, la méditation c'est pas non plus un secret, mais quand tu échanges avec quelqu'un d'extérieur, par exemple ta famille, des coéquipiers, un coach, tu peux un peu plus te lâcher, souvent il va te poser les bonnes questions qui vont te remettre dans le bon état d'esprit. Ouais, poser les bonnes questions qui vont faire que tu vas Et puis enclencher les tu bons t'ouvres processus. totalement, t'as aucune peur de sembler, je sais pas, faible ou Ouais, puis tu payes le mec, c'est comme quand tu vas voir un psy, tu le payes 50 euros le trois quarts d'heure, donc tu vas pas te retenir, quoi. tu te dis pas pour cacher des choses, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ok, super. Et donc pour ce soir, chaud? Chaud, 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 chaud. Parfait. C'est rappelle-nous le contexte, hein, c'est un match important. Ouais, c'est un match important, ils sont une victoire devant nous, donc on joue contre Dijon à 18h30. Ok. Donc ouais, ils sont une victoire devant nous, il reste 10 matchs à jouer. Ils nous ont battu de 20 points au match aller. Donc là, si on perd ce soir, ça veut dire qu'on est 2 matchs derrière eux, plus le goal average, donc 3 matchs à 10 journées de la fin. À 9 journées de la fin, du coup, ça va être très dur de revenir. Donc c'est un match important, j'espère qu'on va réussir à le gagner. Ouais, j'espère aussi. Et par rapport à ton mollet, comment tu te sens toi, physiquement? Ça va. Je pense que j'ai pris une grosse béquille sur le mollet, donc c'est un gros hématome, ça a un peu saigné. Donc 2 premiers jours de la semaine, j'arrivais quasiment pas à marcher. Et je trouve que mon corps, bon, j'ai bossé aussi avec le kiné, mais j'ai été très content j'étais même fier de voir que mon corps a réagi aussi bien, quoi. C'est les fruits de la méditation et de l'alimentation. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, après, c'est aussi peut-être de la chance, hein. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai jamais vraiment eu de grosses blessures dans ma carrière. Il y en a qui font tout ce qui... Ça, c'est un peu traître aussi, parce que des fois, il y en a qui font tout ce qu'il faut, ils mangent parfaitement, et ils vont tomber sur un pied, et ils vont se blesser, et ils vont simplement rentrer chez eux en se disant, mais j'ai fait tout ce qu'il fallait, et je me blesse encore et encore. Donc des fois, il y a aussi une part de chance, je pense. Ouais, ça, faut l'accepter, hein. C'est l'histoire du C'est mec. ça. C'est dur à accepter quand t'es blessé, je pense, mais... Ouais. Il y en a qui attrapent des cancers du poumon, qui n'ont jamais fumé, C'est ça, et vice-versa. Donc, bah, c'est sûr, mais bon. Mieux vaut mettre les chances de son côté, puis comme tu dis, ne pas avoir de regrets, quoi. Ah, c'est ça, c'est ça. Cool. Et ben, on se retrouve ce soir, Allez, après le match. à tout à l'heure. Allez, à tout bon match. Nicolas Lang, tir ouvert, tout seul à 3 points. Nicolas Lang against the world. 8 points pour Nicolas Lang. Ça y est, de retour du match. Nico nous sort son plus gros match de pro. C'est la première fois que tu scores autant, 27 points, c'est ça? Ouais, en championnat, c'est la première fois. En Coupe d'Europe, je l'avais déjà fait quand j'avais 19 ans. Donc, ouais, c'est mon record en carrière en championnat. Génial, ça tombe parfaitement pour le podcast. Parce que si tu avais fait
un match vraiment pourri, ça aurait été un peu moins bien pour faire la suite de ce podcast. Donc je suis bien content. Tu m'as côtoyé l'an dernier à Lyon quand j'avais des fois quelques matchs un peu moins bien, notamment après des défaites ou des temps de jeu un peu limités. Tu sais que je suis un peu grognon. Ouais, mais moi j'ai toujours quand même été assez impressionné par rapport à ta capacité de rester quand même jovial. Voilà, t'es un petit peu grognon sur le coup, mais après t'arrives quand même à passer le truc et puis Ouais, ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Des fois, il y a des gens après un match qui ont le tact pour te donner le sourire et passer à autre chose. Et il y en a d'autres qui n'ont pas cette qualité, donc ça dépend avec qui. D'accord. Ok, bon, on va dire que j'ai du tact. Alors je t'ai préparé quelques questions. Donc là, très gros match ce soir. Donc au bout de 5 minutes, tu es déjà à 12 points. Comment tu gères mentalement là? Est-ce que tu t'enflammes? Comment tu gères? Non, mentalement, tu te sens bien. Tu te sens bien, mais les erreurs que j'ai fait par le passé, où souvent j'ai commencé très fort et après j'ai été capable pendant les 2-3 quarts temps qui restaient de plus marquer un seul point, c'est justement de trop penser. Tu vois, de te dire, ah là je suis déjà à 12 points, il faut que je mette 20 points, il faut que je mette 30 points, tu vois, il faut essayer de rester dans le moment présent. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est Kobe Bryant qui disait que tu sais que tu es bien, tu sais que tu es dans la zone, mais à partir du moment où tu penses que tu es dans la zone, tu penses déjà trop et il y a moyen que ça t'échappe des mains et c'est ça qui est dangereux. Donc, bien sûr, ne pas penser du tout, c'est très très dur. Et j'ai essayé de faire ça tout au long du match. Parfait. Peut-être que aussi c'est peut-être les fruits un petit peu de la méditation au final. Ouais, c'est possible. C'est possible. Je me sens bien, mais à aucun moment, il faut que comme dit, que tu essaies de forcer les choses en te disant, ah là, je dois marquer encore plus, je suis chaud, donc je veux forcer. Dans ce genre de soir, c'est vraiment là où t'as pas besoin de forcer parce qu'il y a même des situations qui semblent un peu mal embarquées. Et ben, le ballon te revient dans les mains et t'es tout seul. Enfin, tu peux pas toujours tout expliquer non plus, quoi. Et cette sensation de zone, pour ceux qui écoutent, qui connaissent pas, tu me dis si je me trompe, mais moi, ce que j'ai en tête pour définir ça, c'est une sensation qu'a le sportif quand il est quand il joue en mode automatique et que tout lui réussit. Donc tous les grands sportifs ont décrit cette sensation, que ce soit au tennis, au basket, au foot. C'est une sorte de mode automatique où tout te réussit, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux pas tout expliquer. Un petit ballon qui traîne, tu vas être là au bon moment. Et une situation qui semblait mal embarquée, finalement, tu vas être tout seul. Tu vas marquer un panier. Enfin, il y a tout qui te réussit, on va dire. Surtout que voilà, j'ai mis 27 points, mais j'ai pas joué énormément non plus. C'est 23 minutes, c'est pas non plus 40 minutes. Donc ouais, enfin, on l'a vu ce soir, il y a eu des instants où des shoots, tu joues vraiment à l'instinct. Je pense que c'est vraiment ça. Tout le travail que tu as fait en amont, tu réfléchis plus et tu laisses ton instinct prendre le dessus. C'est ça, tu as tellement intégré tout le taf que tu as fait avant que c'est vraiment le mode automatique et ton instinct qui prend le dessus et ça paye. Génial. Et justement, par rapport à ça, je me disais que tu te mets peut-être dans une sorte de zone. On regardait tes stats pendant le match au lancer franc. Donc là, depuis le début de la saison, je ne sais même pas si tu sais, mais tu es à plus de 97%. Tu dois être à 39 sur 40, un truc comme ça, au lancer. Qu'est-ce que tu dis quand tu es au lancer pour pas rater? Les lancers, c'est simple. C'est ce qui se rapproche le plus pour moi du côté mental. Parce que peu importe, je suis à 39 sur 40, mais des fois quand je suis au lancer, c'est pas si rose que ça dans ma tête. Tu vois, si par exemple maintenant, là ce soir j'étais chaud, donc t'arrives au lancer, t'es super confiant, t'as beaucoup shooté, t'es sûr de le mettre, quoi. Mais il y a des soirs où tu vois, t'as pas touché beaucoup de ballons, t'as pris peut-être un ou deux shoots, tu les as loupés, t'arrives au lancer, enfin, il y a des choses qui se passent dans ta tête, tu penses, et c'est là où généralement moi avant de shooter, je fais toujours la même routine. Donc déjà c'est la routine qui t'aide à passer outre ces pensées-là, on va dire. Et donc je fais 3 dribbles, je lance un peu la balle, et après je me dis juste crois ton shoot. Crois ton shoot dans le sens où bah voilà, laisse ton instinct prendre le dessus, essaye de pas t'interposer entre toi et ton shoot. Et comme si mon shoot c'était quelqu'un d'autre que moi en fait. C'était pas forcément moi, je me dis juste crois ton shoot et voilà. C'est marrant parce que nous en ostéo, on a un peu la même chose en tant que thérapeute. En ostéo, tu te fies vachement à tes sensations et en fait, en tout cas pour moi, il y a des jours où je suis meilleur que d'autres et les jours où je suis le meilleur, c'est les jours où je pense moins, où j'arrive à me mettre en mode un peu comme dans une sorte de zone au final et j'ai pas de pensée parasite et je suis vraiment dans mes sensations et
Et c'est là où ouais, je fais mes meilleures séances, quoi. Mais de toute façon, ça, c'est pas un secret. Tout le monde le sait que enfin, voilà, quand tu as travaillé, tu n'as plus besoin de penser après le jour du match ou le jour de. Je sais que moi, je suis beaucoup le golf. Et le golf, c'est peut-être le sport le plus mental au monde. Et c'est que. Enfin, c'est prouvé, tu dois être à l'instinct. Si tu penses trop, ben, t'es mort. Mais c'est quelque chose de simple à dire. Mais c'est très dur à faire. C'est très dur à faire de pas penser, de laisser ton instinct prendre le dessus. On va méditer sur tout ça. J'avais des questions par rapport à ta récupération. Et la première question, c'est comment tu récupères quand tu as envie d'être efficace, quoi. Après un match comme ça? Ouais. Bah là, on joue mardi, donc ça va arriver très vite. Donc déjà demain, on va avoir un petit entraînement au niveau de la récup. Demain, déjà, je te vois. Donc, Ouais. tu as intérêt à faire une bonne séance. Donc, une bonne séance avec toi. Après, petit entraînement, mise en place tactique. Et ensuite, après, je pense que je vais faire un circuit bain froid sauna. Généralement, ce que j'essaie de faire, c'est 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Donc, et après, généralement, je me sens plutôt bien. Mais généralement, juste après le match, j'ai pas vraiment les rares fois où justement je me suis un peu trop pris la tête sur la récup, j'ai pas l'impression que ça m'a vraiment servi après le match. Je préfère, tu vois, dans un match comme ça, savourer, aller voir mes amis, penser à autre chose, que tout de suite me dire ah, maintenant il faut que je fasse un bain froid directement après le match ou faire des soins. Et tu vois, je préfère Lâcher prise un moment. lâcher prise et privilégier l'aspect mental que physique. Je vois. Et si tu avais, donc il y a plein d'outils de récup, on le voit en NBA notamment, si tu avais, on va dire, si tu gagnais 5 millions par saison, dans quoi est-ce que tu investirais pour ta récup? C'est clair et net. La première chose que je ferais, c'est un chef. Ce serait de prendre un chef où tu rentres chez toi, le repas est prêt, et puis ils sont tellement doués qu'ils sont capables de te faire manger des brocolis, des épinards, et c'est super bon, quoi. Donc c'est ça aussi qui me ferait envie, hein. Je pense un chef. Après, Attends, je te coupe sur le chef, on partira après sur le reste, mais pour être pragmatique, admettons qu'un chef coûte, on va dire, 2500 € par mois. À partir de quel salaire mensuel tu investis dans un chef? j'ai pas l'argent pour, en tout cas. Non, mais on va dire, voilà, à partir de quel salaire mensuel tu serais capable d'investir dans un chef? On va dire si tu gagnes 30 000, est-ce que oui, tu veux investir dans un chef ou non, il faudrait que tu gagnes 50 000? Non, en plus, ouais, pas 30 000, non, ça c'est clair. Parce que je pense que j'aurais déjà fait des autres investissements. Enfin, ça dépend aussi de tout ce que j'investis à côté. Plus je vais gagner d'argent, plus je vais investir à côté. Et c'est vrai que peut-être 2500 pour un chef, non, pas 30 000 €, mais un bon salaire d'Euroleague, voilà, aucun problème. Je pense que ça peut se faire. C'est quoi un bon salaire d'Euroleague? Bon, allez, 500 000, je pense. Par saison? Ouais. Ok, on va dire à 50 000 par mois, Ouais, tu investis dans un chef. Ouais. Ok. Après, je les ai pas, donc je peux pas te dire, tu vois, ça se trouve, Ouais. je les aurais, je te dirais non, finalement, je vois plus l'utilité, enfin, tu vois. Donc, tant que je suis pas dans la situation, je peux pas te dire exactement. Mais c'est vrai qu'à 5 millions la saison, c'est un truc que je prends automatiquement. Ok. On va pas trop défier sur des aspects financiers parce que c'est pas le sujet de ce podcast, mais c'est intéressant. Je travaille avec pas mal de joueurs, enfin pas mal, avec certains joueurs d'Euroleague, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, je pense, de faire le pas et de prendre un chef. C'est pas quelque chose qui est dans notre culture d'avoir un chef particulier, etc. Mais c'est vrai qu'en NBA, tous les joueurs ont un chef qui, comme tu dis, cuisine des brocolis et te les font de manière à ce que ça passe et que ce soit super Ouais, bon, parce quoi. que manger sainement, c'est pas si dur, mais c'est manger sainement et bon qui est, qui est plus dur quand t'as pas les qualités de chef. Moi, je les ai pas, donc voilà quoi. C'est sûr. Et un autre outil de récup, donc tu prends le chef. Qu'est-ce que tu prends d'autre si tu as des moyens un peu, on va dire, illimités? Bah, moi, déjà, j'ai un Normatec. Ça, j'ai déjà actuellement, donc voilà. J'ai, tu sais, les Tu peux expliquer un peu ce que Normatec, c'est les bottes de récupération qui compressent très très fort. Et c'est vrai que quand t'as fini, bah, tu te sens plutôt bien, quoi. Il y a aussi le Game Ready qui est un peu qui compresse moins fort, mais que tu peux. Il y a le froid qui est en plus de la compression. Ça, on l'a à la salle. Là, le bain froid, on l'a à la salle, donc j'en ai pas forcément besoin. Je pense maintenant vraiment, si j'étais très riche, voilà, une chambre de cryo, chambre
qui va à moins 120, moins 140, les températures comme ça que j'aurai à la maison, quoi. Tu vois là les Cristiano Ronaldo, les Kobe Bryant qui ont ça. Mais pour avoir ça, ça coûte une fortune. Donc c'est vraiment que si tu gagnes beaucoup, beaucoup d'argent, je pense. C'est sûr. Après, ouais, faudrait voir. Je sais pas si les bénéfices sont vraiment importants. Faudrait que je fasse une interview à Kobe, quoi. On verra, peut-être avec le temps. Ok, j'ai autre chose par rapport à la récup, surtout par rapport au surentraînement. Déjà, est-ce que tu as déjà été dans des périodes où tu sentais que tu étais en surentraînement? Ben, c'est délicat parce que moi, je suis un peu insatisfait, on va dire. Donc, j'ai jamais l'impression d'être en surentraînement. Par contre, je vais plus avoir l'impression d'être en sous-entraînement. C'est sûrement plus mental que physique, mais jamais de la vie, je me suis dit, waouh, là, t'as trop travaillé. Tu vois, c'est plus l'inverse. Je vais faire 500 shoots et mais j'aurais peut-être pu en faire 550. Tu vois, des trucs comme ça. Ça dépend des jours et je pense que c'est propre à chacun. C'est plus mental que vraiment au niveau de la charge de travail. Tu vois des joueurs qui des fois ils font 25 shoots et allez, hop, ils mettent la petite photo sur Instagram et je suis sûr que dans leur tête ils se disent là j'ai vraiment bossé beaucoup et s'ils font 50 shoots ils vont se dire je suis limite en surentraînement, quoi. Donc c'est plus mental que physique et du coup moi j'ai jamais vraiment eu cette sensation d'être en surentraînement. Et qu'est-ce qui fait selon toi que t'es souvent insatisfait? Aucune idée. J'en ai aucune idée. Je pense que je suis peut-être ton éducation, peut-être que pour moi c'est une qualité dans le sport de jamais vraiment être satisfait parce que notamment dans le sport de haut niveau, tu as beaucoup de concurrence. Le jour où tu te dis c'est bon, je suis arrivé, et ben tu perds un peu la motivation. Je veux dire, en plus en sport, tu vois là, je mets 27 points, mais dans 3 jours j'ai un autre match. Donc tu peux pas te dire bon, génial, c'est la fin. Dans 3 jours tu as un autre match et si tu joues mal dans 3 jours, on va te juger sur le dernier match. Et ce sera plus le match de samedi, ce sera le match de mardi. Donc il faut totalement, constamment être dans la remise en question. Essayer de pas être trop dur avec toi quand ça se passe mal, mais pas non plus trop s'enflammer quand ça se passe bien. Ouais, c'est une sorte quand même de moteur au niveau, dans le haut niveau, cette insatisfaction en fait. Ouais, dans le sport de haut niveau, je pense que c'est essentiel. Ouais, puis peut-être dans la vie, tu vois. Ouais. Moi j'ai la même chose, hein. Je suis souvent insatisfait. Et puis en plus j'ai des choses que je maîtrise pas, c'est-à-dire que des fois je fais des grosses séances et le patient il va super bien, des fois je fais des grosses séances et le patient va pas beaucoup mieux, et il y a vraiment un truc que je contrôle pas et cette source d'insatisfaction c'est vraiment aussi moi ce qui me pousse à tout le Aller temps plus loin, chercher, et à être curieux et à tout le temps vouloir t'améliorer. Je pense que c'est vraiment une qualité dans ton métier ou voilà, dans l'ostéo ou dans le basket. Après, en dehors de ça, en dehors du basket, je suis pas du tout comme ça. Je veux dire, mes amis, ils me suffisent amplement, ma vie, elle me suffit amplement, j'ai pas besoin d'une maison à 32 millions pour être heureux. Enfin, tu vois, c'est vraiment que dans le sport où je suis comme ça. D'accord. Ok, pour le surentraînement, dommage, je voulais décortiquer un peu les signes que tu avais détectés en toi, mais tu n'en as pas détecté en fait. C'est pas grave, j'aurai d'autres sportifs qui auront sûrement vécu ce genre de choses. On va passer à quelques questions vraiment ouvertes, tu réponds ce que tu veux. Alors la première, c'est quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir à 17 ans? Le conseil. Le conseil, je pense que déjà, tout cet aspect travail, c'est très important. Mais ça, je l'ai reçu dès mon plus jeune âge par mon père, de toujours travailler, de prendre ça très au sérieux, faire des sacrifices. Après, le conseil que j'ai peut-être pas reçu, c'est souvent à 17 ans, quand tu arrives en pro, on te fait comprendre que toi, tu n'as que 17 ans, que tu as le temps, qu'il faut être patient, que tu as des gars qui sont en place devant toi. Donc, on te dit, en gros, essaye de te faire ta place, mais toujours pas trop non plus, quoi. Et je pense que c'est un conseil que j'aurais aimé avoir. J'ai l'impression que les jeunes actuellement, ils sont moins respectueux, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Ils ont moins peur de marcher sur les autres, on va dire, tu vois. Dit comme ça, c'est un peu cru, mais ils ont moins peur de réussir et d'affirmer leurs ambitions. Quand j'avais 17 ans, si tu disais, écoute, je veux prendre la place du mec devant, ce qui est quand même la loi du sport en général, et c'est la concurrence, ça existe, et ben tu passais directement pour le mec qui a la grosse tête ou des trucs comme ça. Et moi, c'est ça, c'est vraiment essayer d'aller le plus haut possible et
Et Et peu importe la affiche-le, hiérarchie, peu si tu voilà. sens que tu peux être meilleur, tu joues à fond et Voilà, si ouais. t'es meilleur et sois pas gêné par Ouais, ça. ouais, c'est ça. Ok. Et quel est le pire conseil qu'on t'a donné? C'est peut-être celui-là du coup, mais si t'en as un autre peut-être. Ouais, c'est ça, c'est un peu quand t'es jeune, écoute, attends, ton heure viendra, la patience. Donc voilà, la patience, c'est bien, mais il faut faire juste attendre, ça a jamais créé des choses, on va dire, quoi. Tu peux un peu attendre, être patient tout en travaillant, mais il faut quand même, au bout d'un moment, faut qu'on te montre que ça stagne pas non plus, quoi. Ouais, je vois. Et tu parlais de sacrifice. Quel est le sacrifice qui a été le plus bénéfique pour toi? Bah moi déjà, aller à Chalon, tu sais, à 15 ans, t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis, enfin tu pars du foyer, quoi. Donc 15 ans, c'est pas non plus 10 ans, mais t'as quand même ta période lycée, les gens sont encore souvent chez leurs parents. Je me souviens, je rentrais des vacances, je rentrais chez moi, je voyais les potes, ils allaient à des soirées, des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais fait de soirée avant 19 ou 20 ans, tu vois. T'as toujours ce train de retard un peu dans la vie sociale. Tu te dis, ah, toi, tu côtoies que des sportifs toute l'année, tu vois. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un groupe d'amis que j'ai depuis l'école primaire, qui sont hors basket, et avec qui me gardent un peu dans ce cycle-là, avec on va dire la vraie vie, quoi. La vraie vie, ce qui se passe en dehors, il n'y a pas que le basket. Mais je connais beaucoup de basketteurs qui sont partis avant au Pôle Espoir à 12-13 ans. Donc, depuis 12-13 ans, ils ont quitté le foyer, et ils voient que le basket, basket, basket. Et au final, tu te rends compte qu'en dehors du basket actuellement, ils n'ont pas tant d'amis que ça, quoi. Ils en ont quasiment pas. Et je trouve ça un peu dommage. Ouais, c'est un gros sacrifice, ouais. Ouais, mais pour moi, Je suis d'accord. c'est un gros sacrifice. Tu quittes tes amis, ta famille, tu les vois plus trop. C'est vraiment le sacrifice pour moi que maintenant, si je devais le refaire, ou même si maintenant mon fils doit partir, je saurais ce qu'il vit et je sais que c'est un gros sacrifice. Hmm. En sachant aussi qu'il y a quand même du positif pour relativiser, c'est que on se marre bien quand même. Je sais pas ce que t'en penses à l'internat, tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais tu vois, moi, j'ai fait ce sacrifice-là et j'ai réussi. Mais j'ai souvent dit à ma femme, j'ai dit, waouh, si j'étais allé à l'internat et que j'ai quitté mes potes de Mulhouse pour au final revenir et pas être passé pro, ben j'aurais un peu loupé, j'aurais perdu 3 ou 4 ans, tu vois. Donc tu rencontres quand même des gens qui sont à l'internat, comme tu dis, tu rencontres des autres personnes, c'est génial. Mais le lycée dans ta ville avec tes potes, tout ça, je pense que j'aurais un peu les boules de ne pas avoir vécu ça si j'étais pas basketteur professionnel. Ok, cool. Bah merci pour ces réponses. Alors je t'avais dit, je sais pas ouais, si t'as préparé. À la fin des interviews, fin de ces podcasts, on échange les rôles. Et je voulais que tu me poses les questions. J'espère que je peux y répondre, hein, mais que tu m'as préparé. Ouais, bah du coup, moi, comme j'ai lu ton livre et qu'il y avait une belle page de notes à la fin du livre, j'ai pris des petites notes et voilà, comme je te dis, je suis un éternel insatisfait. Je me dis il y a toujours une façon de progresser. Donc moi, l'alimentation, même si j'ai déjà fait des progrès, je pense que je peux encore passer un cap. Donc moi, dans le livre, le changement d'alimentation, je vois que vous parlez de 2 mois d'adaptation pour que ce soit vraiment intégré. Est-ce que tu conseilles de changer d'alimentation en pleine saison ou plutôt en intersaison, sachant qu'un changement d'alimentation peut entraîner une petite baisse d'énergie? Ouais, c'est une super question. Alors, déjà pour rappel, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, parce qu'il y en a plein, j'ai écrit ce livre avec Jean-Marcel Ferret, qui est l'ancien médecin de l'équipe de France de foot. Donc un précurseur dans le monde de la médecine du sport qui a vraiment professionnalisé le suivi des sportifs, et notamment à l'OL, donc l'équipe de foot de Lyon, et en équipe de France de foot. Donc ta question, c'est est-ce que le changement... Excuse-moi, je m'emballe. Redis ta question. Est-ce que tu conseillerais de changer d'alimentation Ah en oui. cours de saison ou en intersaison? Ouais, alors là, je suis pas nutritionniste, mais voilà, je connais un peu, je vais te dire ce que je pense. On en reparlera peut-être dans d'autres podcasts avec des nutritionnistes, c'est prévu. Alors tout dépend ce qu'on appelle par changement d'alimentation. Je pense que si tu fais, admettons, tu passes du McDo tous les jours à un chef qui te fait des brocolis super bons, là je pense que c'est mauvais parce que ton corps va forcément, comme tu dis, manquer d'énergie ou manquer de sucre. Enfin, tout changement brutal en fait n'est pas accepté par le corps, que ce soit dans un sens, même s'il est positif, dans le sens où même si tu vas manger mieux, il faut être progressif. Je pense que tu peux le faire en saison, mais à condition d'être progressif.
C'est-à-dire qu'au lieu d'aller 5 fois au McDo par semaine, ben, tu vas y aller 3 fois et tu vas manger 2 fois des brocolis. Et tu vas passer des paliers comme ça petit à petit jusqu'à ce que tu te sentes bien. Alors ça c'est intuitif, hein, mais ouais, jusqu'à ce que tu te sentes vraiment bien en mangeant sainement. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, bon, les gens maintenant ils vont croire que je vais au McDo 5 fois par semaine. Pardon. Non, mais c'est pour que l'exemple soit concret, mais tout ça pour dire que c'est vraiment le fait d'être progressif qui va faire que ton changement va être effectif, durable et pas violent et pas néfaste pour ton corps en Ouais, fait. ça répond bien à ma question, donc ça va. Cool. Vous parlez aussi de profil alimentaire, que bien sûr chaque individu est différent au niveau alimentaire. Et Jean-Marcel Ferret parle de t'as des tests à faire ou des prises de sang pour vraiment savoir un peu ce que tu tolères, ce que ton intestin tolère, où est-ce que tu conseillerais aux gens d'aller faire ça, parce que moi ça m'intéresse. On m'a des fois sorti des packages un peu, des gens sont venus à moi en tant que sportif de haut niveau, mais des packages un peu hors de prix. Donc je me dis que déjà moi ça me semblait très très cher. Alors pour une personne lambda, je sais que ça va intéresser ma mère aussi. Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors ce genre de test, c'est sûr que c'est cher. C'est sûr que si tu en parles à ton généraliste, en général, il va pas trop connaître parce que c'est des choses très spécifiques, mais quoique c'est pas sûr, hein, je dis ça, mais ce sont les généralistes qui connaissent très bien. Moi, ce que je fais, je travaille avec un labo, je ne veux pas dire le nom, hein, mais quoi que je peux dire le nom. Ouais, Fais de la pub. je crois, non, je déteste faire la pub pour les labos par principe. Donc non, mais je travaille avec un labo qui font tous ces tests-là. Alors c'est sûr que c'est cher, mais voilà, en faisant des tests à droite à gauche, tu vas vite commencer à te connaître. Tu as un test qui est assez simple, qui est un test d'intolérance alimentaire. Est-ce qu'il est fiable ou non? Ça, c'est critiqué, hein, personne ne sait vraiment. Mais ça doit coûter 220 € pour tester 50 allergènes. Et ça, c'est pas mal parce que si tu te rends compte que, par exemple, tu es allergique je dis n'importe quoi, à l'œuf ou aux fruits à coque, je sais pas. Et ben après, tu peux tester dans la vraie vie, éviter ces choses-là. Admettons, toi, tu es habitué à te faire des petits déj avec des noix de cajou, je ne sais quoi. Et ben après, tu peux tester. Si tu aimes ça, pendant 2 semaines, tu enlèves ça de ton alimentation et tu essayes de constater les changements. Tu te fais un petit carnet et voilà, tu te mets une note sur ton niveau d'énergie chaque jour. Puis après, tu prends un peu de recul et tu dis ah ouais, c'est vrai, putain, depuis que j'ai arrêté les fruits à coque, je vais mieux. Pourquoi? Parce que ton intestin réagissait un peu mal à ce genre de choses parce que on va dire que tu avais une sorte d'allergie à bas bruit au niveau intestinal. Encore une fois, je ne suis pas expert, mais c'est comme ça que je vois la chose. Oui, et puis tu dois avoir aussi un effet, même si c'est pas vrai, un effet placebo déjà. Je pense que rien que quand tu fais un test comme ça, notamment déjà ton corps réagit mieux, et en plus ton mental en disant ah oui, c'est sûr que j'y avais jamais pensé, mais c'est vrai que je me sens bien. Et donc le mélange de ton physique qui va mieux et en plus ton mental, ça doit valoir le coup quand même. C'est sûr que l'effet placebo joue aussi. Quand tu as un papier qui te dit là, tu n'es pas du tout intolérant à tel aliment, mais par contre, tu tolères mal celui-là, que tu vas manger un truc qui est en cohérence avec ce que le papier te dit, ouais, t'es bien, quoi. Ouais, j'imagine. Sûr. Après tu as plein de tests qui sont un peu compliqués à interpréter. Tu vois, je crois que dans le livre, on parle de profil d'acide gras. J'ai fait ce test-là. Sincèrement, j'en ai rien tiré. Ouais. J'ai demandé à des médecins ce qu'ils en pensaient. Rien de précis. En fait, il n'y avait rien de... Comment dire, je pouvais rien rendre concret dans ma vie suite à ce test-là. Donc c'est vrai que, on ne sait pas trop aller dans ces tests. Je ne suis pas encore un expert. Je vais bosser là, continuer de bosser avec des labos, poser des questions, faire des tests pour moi, investir. Et puis voir ce que ça donne. Je te répondrai peut-être dans 1 an, quand j'aurai vraiment expérimenté le truc. Mais je pense que pour répondre à ta question, il faut essayer, il faut t'encadrer de quelqu'un qui sait un petit peu de quoi il parle, et puis vraiment voir ensuite toi comment tu te sens. Je pense que c'est pas compliqué. Tu sais, les gens quand ils sont allergiques au gluten, ou on va pas dire allergique, on va parler d'intolérance. Intolérance, oui. C'est flagrant. Son médecin, il va lui dire, ou alors peut-être qu'il y a des gens qui vont leur dire non, c'est de la connerie, mais tu le sens. Si t'es pas fatigué, si t'arrêtes le gluten et que t'as une énergie de fou, c'est comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Voilà, c'est ma réponse. Je sais pas si... Si, ça répond à ma question. Ouais. Ça répond à ma question. Cool. T'en as d'autres ou je suis lancé là? Attends, je regarde dans ma page de notes, mais j'en avais mis quelques-unes. Putain, le bon élève. Tu parlais des probiotiques aussi. Ça parlait de cure de probiotiques. Combien de temps? Quelle période de l'année vous conseillez ça? Enfin, tu vois. Ok, alors
Ouais, bon, déjà, on va parler des probiotiques. Tu me poses vraiment des questions sur mon domaine qui est pas du tout un domaine qui est pas le mien, mais C'est dans le livre, donc peu importe. Ah, faut que j'assume. Ok. Non, mais évidemment que j'ai creusé le sujet parce que c'est quelque chose d'essentiel. Donc déjà, les probiotiques, tu sais ce que c'est ou je t'explique? j'en avais déjà pris, ouais. Ouais. Mais bon, je vais t'expliquer. Je vais expliquer aux gens qui écoutent aussi. Donc ça, encore une fois, je suis pas naturopathe, je suis ostéo. Mais les probiotiques sont en fait des bactéries que tu vas manger des bactéries. Parce que dans notre ventre, tu sais, on a plein de bactéries dans notre intestin grêle, dans notre côlon. Et ces bactéries sont, il faudrait en tout cas qu'elles soient bonnes pour nous. C'est-à-dire que faut vraiment voir cette population, on va parler de flore bactérienne, ok, de flore intestinale, tu as déjà entendu ça. Ouais. Et cette flore, elle peut être équilibrée ou non. Un peu comme, je prends souvent cet exemple-là pour les patients, comme on va dire que toutes ces bactéries forment une ville. Et dans cette ville, il faut qu'il y ait plus de bonnes bactéries, plus de gentils que de méchants. On va parler très très simplement. Et s'il y a une aversion plus de méchants que de gentils, on va dire que c'est ce qu'on appelle une dysbiose, c'est un déséquilibre. Donc le but des probiotiques, ça va être de t'amener des bonnes bactéries pour que dans la ville, dans ta flore, tu aies plus de bactéries gentilles que de bactéries méchantes. C'est vraiment un peu enfantin comme je raconte, mais pour que je prenne bien le C'est truc, ce qu'il faut, c'est ce mieux. qu'il faut, c'est plus simple que des termes vraiment médicaux où on comprend pas. Ouais, alors, donc voilà. Et le but des probiotiques, c'est de peupler ta flore de bonnes bactéries, c'est-à-dire des bactéries qui vont te permettre peut-être de produire un peu moins de gaz, donc d'avoir moins de ballonnement. C'est quelque chose qu'il faut tenter si tu es tout le temps ballonné après les repas. Petite cure de probiotiques pour repeupler de bonnes bactéries et puis peut-être produire un peu moins de gaz. Ouais, j'en avais pris quand à Paris j'avais fait une gastrite, vraiment une période assez stressante de ma carrière du coup. Ok. Et j'avais perdu beaucoup de kilos et on savait pas trop ce que c'était du coup. Et c'est vrai que les probiotiques avaient fait beaucoup de bien, quoi. D'accord, mais c'est vachement intéressant parce vu l'environnement acide de l'estomac, normalement la flore intestinale n'est pas trop présente à ce niveau-là, mais c'est intéressant d'entendre que ça a pu quand même avoir un effet par rapport à ça. Ok, et donc voilà, pour ce genre de déséquilibre, c'est intéressant. Pourquoi d'autre? Il faut savoir que tu vas assimiler plus ou moins bien certaines choses en fonction de la flore intestinale que tu auras. C'est-à-dire que certaines bactéries sont tellement sympas, tellement gentilles, qu'elles vont te permettre d'assimiler des micronutriments. Donc là, je voudrais pas dire de bêtises, j'en reparlerai dans un autre podcast avec un nutritionniste qui fait de la micronutrition, mais voilà, si tu sens que tu as des petites carences, etc., ce qui est typique, il y a des gens qui sont carencés en je ne sais quoi, on va dire en fer, alors qu'ils mangent plein de légumes et qui n'ont aucune raison d'être carencés en fer. Donc c'est peut-être qu'il y a un problème d'assimilation. Ça, c'est typique. En général, ce qu'on dit, c'est tu manques de fer, tu manges du fer. Ok, mais parfois, c'est en fait l'assimilation qui pose problème. Et donc ça, encore une fois, les probiotiques peuvent être bénéfiques pour ça. Et donc ta question, c'était quand est-ce qu'il faut en prendre? Ouais, si tu veux conseiller une durée, une certaine période de l'année. Ouais, c'est une bonne question, mais non, je vais pas trop m'avancer sur ce terrain parce que c'est clairement pas comme mon domaine. Comme tu m'avais déjà conseillé pour le magnésium. Ouais. Alors magnésium, on en parle aussi dans le livre, ça on est assez d'accord pour dire qu'on en manque à peu près tous et que ça va pas être mauvais d'en prendre. Trop, Ferret le dit, c'est pas moi, il dit que quand tu es sportif pro, tu peux quasiment en prendre toute l'année, quoi, du magnésium. Ouais, du coup j'avais pris, ça a fait beaucoup de bien. Ouais, et après ça, il y a des petites choses à savoir aussi, c'est que suivant la combinaison du cachet, parce que c'est par cachet, tu assimiles plus ou moins ce magnésium. C'est-à-dire qu'il y a des prix complètement différents quand tu vas en pharmacie. Et donc, il y a des associations qui vont te permettre d'assimiler mieux le magnésium et d'autres associations qui sont faites, je ne sais pas pourquoi, mais qui ne vont pas te permettre de vraiment l'assimiler. Donc, il faut essayer de se renseigner sur ce que dit la science et puis vraiment être à l'écoute. En général, moi, tu vois, je le sens quand je prends du magnésium, je sens quand je suis un peu nerveux, tu vois, quand je suis fatigué mais j'arrive pas trop à dormir, que je suis un peu nerveux, un peu irritable. Là, en général, je me fais une petite cure de magnésium et c'est fou, quoi. Je t'imagine pas trop nerveux, mais bon. Ça m'arrive. Donc voilà. Encore une fois, se fier à son ressenti. À son ressenti, ouais. Ça répond un peu à ta question? Ouais, c'est bon. Cool. C'est bon. Je réponds bien. T'as bien réussi, c'était un petit piège. J'étais un peu stressé parce que c'est pas du tout mon domaine. C'était pour voir si t'avais vraiment écrit le livre. Ouais. Non, j'avais la question, tu m'as répondu, mais la question des étirements aussi. Souvent, on nous dit, vous avez notamment répondu dans le podcast avec Manu Lacroix, où notamment on nous dit souvent étirez-vous, depuis tout jeune d'ailleurs, étirez-vous après les entraînements pour récupérer, pour éviter les courbatures. Et c'est vrai que je me suis toujours rendu compte que quand je m'étirais après les entraînements,
le lendemain, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien alors que m'étirer, par exemple, le soir avant de dormir ou le lendemain d'une grosse séance d'entraînement, bah, ça me servait beaucoup plus. Et vous avez répondu parfaitement avec Manu Lacroix sur ce thème-là, quoi. Ok, bah tant mieux, ouais. Parce que Manu Lacroix, pour ceux qui écoutent, c'est le podcast numéro 2. C'est le préparateur physique de Lasvel et donc c'est le préparateur physique de Nico pendant plusieurs saisons quand Nico jouait à Lasvel, donc à Lyon. Voilà. Ok, bah super. Je pense que là, on a bien parlé, puis on va aller manger. On va aller manger. C'est important pour la récupération quand même. Exactement. Donc pas de flamencuche ce soir. On est à Strasbourg, mais on va manger sainement parce qu'il y a un match dans quelques jours. Et donc on va faire ça bien. Allez, à plus Nico. Merci encore. À plus, Étienne. Ciao.